Après, on a fait une sorte d'ordination des facteurs dans la construction de l'éco-citoyen. Ça, c'est un exemple de la matrice M1, c'est les modalités de réponse des élèves sur le plan F1, F2. La CAH, ou la classification ascendante et hiérarchique, c'est une méthode ou technique qui permet de constituer des groupes homogènes au sein d'un ensemble de données. On a fait une agrégation successive des questions ou des modalités de réponse dans 5 classes, dans 5 groupes. Ça, c'est un exemple de même d'une matrice, d'un plan facteur F1, F2. L'analyse de la matrice F1 a permis donc d'avoir 3 axes. L'axe F1, il caractérise l'axe d'acquisition des connaissances, c'est-à-dire il y a eu regroupement des réponses, des modalités de réponse à connotation positive en ce qui concerne les connaissances seulement, les connaissances en matière de l'environnement du côté positif, et là c'est du côté négatif. L'axe F2, c'était l'axe de la sensibilité, c'est-à-dire de même, il y a eu là regroupement des questions ou des modalités de réponse à connotation positive en ce qui concerne les sujets de sensibilité à l'environnement, et là c'est négatif. L'axe F3, il caractérise l'axe d'engagement au sujet de l'environnement, c'est-à-dire jusqu'à quel degré il est prêt à être engagé dans la prise des comportements, dans l'adoption des comportements responsables. Pour la matrice M2, l'axe F1 est caractérisé l'axe de cycle scolaire, donc EB5 en négatif, puis EB8 et bac ou première du côté positif. De même, l'école publique du côté positif, privée du côté négatif. Donc, l'axe F1, c'est l'axe du cycle scolaire. L'axe F2, c'est l'axe du type d'école, publique en positif et privé en négatif. Et l'axe F3, c'est le niveau d'instruction des parents. Il a regroupé du côté positif les parents en formation universitaire et négatif les parents en formation technique. Les analyses donc factorielles ont permis d'ordonner les facteurs dans leur contribution à la formation d'un éco-citoyen. Là, je reprends. L'axe F1 dans les deux matrices, là c'est les connaissances, là c'est le cycle scolaire. La sensibilité F2 et le type d'école. Et F3, engagement et formation des parents. Donc, si on juxtapose les deux matrices, on peut dire que les connaissances environnementales évoluent tout au long du cycle scolaire, que les élèves des écoles publiques sont plus sensibles que les élèves des écoles privées, que les élèves dont les parents sont universitaires sont plus engagés quant au sujet de l'environnement par rapport aux élèves dont les parents ont une formation technique. Donc là, on reprend. Un éco-citoyen alors apparaît comme quelqu'un qui a des connaissances, qui est engagé, qui est sensible. Donc c'est quelqu'un qui est en fin du cycle scolaire, dont les parents sont universitaires et qui vient d'une école publique. Dans la discussion, nous avons entamé plusieurs axes. Tout d'abord, le profil du cadre enseignant, puis l'interdisciplinarité, la pédagogie du projet, l'éducation silencieuse, l'éducation familiale, la vie sociale, la construction de l'éducation à l'environnement, enfin. Donc, tout d'abord, on a remarqué que les connaissances évoluent tout au long du cycle scolaire sans qu'il n'y ait changement des pratiques ou des comportements ou des valeurs des élèves. Donc, le profil du cadre enseignant. Alors, d'après les réponses des enseignants, on peut dire ça peut un peu refléter l'objectif général de l'éducation à l'environnement. Et on se pose la question, est-ce que les enseignants conçoivent les exigences d'une éducation à l'environnement visant la promotion d'une culture de développement durable? Il y en a très peu qui ont su c'est quoi le développement durable. De même, on ne sait pas si les enseignants sont bien formés à cette approche. Bien sûr, l'enquête sur 12 enseignants ne nous permet pas d'avoir des réponses bien contestables. Il faut faire des recherches plus approfondies. Et on ne sait pas si les enseignants cherchent pour compléter leur bagage conceptuel dans ce domaine. Pour les méthodes adoptées, on remarque qu'il y a surtout la discussion et très peu du cours magistral. Donc, on a proposé l'hypothèse que la diversification des méthodes pédagogiques, plus ou moins interactives, appliquées dans le cadre de l'éducation, a permis donc le développement des connaissances des élèves tout au long du cycle scolaire. Il ne faut pas oublier toujours qu'il y a des difficultés concrètes quant aux enseignants, manque de concertation des enseignants dans la prise des décisions, on leur impose les curricula souvent. Compartimentation du processus éducatif, il n'y a pas possibilité ou flexibilité pour qu'il y ait de l'interdisciplinarité. Exigence d'une profonde contextualisation des problèmes abordés à l'école. On ne sait pas si les enseignants sont bien formés et sachent bien contextualiser ces sujets-là.
Et toujours, on traite les sujets de l'environnement comme une liste d'interdits, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, donc ça donne un sentiment d'impuissance. Pour l'interdisciplinarité, de même, les résultats ont montré qu'il y a une absence de coordination entre les enseignants, ce qui ne permet pas l'interpénétration des savoirs et les pratiques d'origine diverses. Alors, l'éducation à l'environnement, telle qu'appliquée dans les écoles étudiées, est bâtie sur une sorte de sommation des informations apportées des différentes disciplines, alors qu'elle devrait résulter d'une intégration des apports de ces différentes disciplines. Et peut-être ça, c'est une des causes pour laquelle l'école n'influe pas sur le système des valeurs ni sur le comportement. La pédagogie de projet, de même dans les enquêtes, ça a montré que dans les méthodes appliquées, il n'y a pas de projet et toujours les enseignants disent que c'est par contrainte de temps, donc, ou par contrainte de programme, ou il y a absence des politiques éducatives appropriées au sein des écoles. Pour cela, il n'y a pas d'application de la pédagogie de projet. Or, la résolution des problèmes de l'environnement repose sur un engagement collectif. Et donc, peut-être l'absence de la pédagogie du projet peut expliquer le manque de la contribution de la formation scolaire au développement du système de valeurs. L'éducation silencieuse, il ne faut pas oublier que l'enseignant constitue pour l'élève un modèle d'identification. Donc, c'est le degré d'éco-citoyen qu'il est qui influe l'éco-citoyen qu'il forme. De même, ça c'est inconsciemment. L'éducation familiale, de même dans nos résultats, on a vu que c'est le niveau d'instruction des parents qui pèse toujours sur le comportement, où ça reflète un peu donc le niveau social de la famille. Les comportements induits chez les enfants sont influencés par les événements quotidiens qui se déroulent au sein de la famille. Ces événements relèvent surtout du style éducatif parental, des valeurs et des rituels familiaux. La vie sociale, nos résultats ont montré l'importance du cadre de vie sociale de même dans la formation de l'éco-citoyenneté. Les écoles étudiées appliquent exclusivement le programme libanais, que ce soit public ou privé. Les résultats peuvent être interprétés en considérant les activités extracurriculaires qui sont mises en place dans les écoles publiques, puisque c'est suivi seulement dans les écoles publiques. Les entretiens avec les acteurs ont montré qu'au sein du ministère de l'Éducation, on suit seulement l'éducation à l'environnement et les clubs au sein des écoles publiques, mais pas privées. Mais peut-être, donc, avant la diversité donc, des messages diffusés par les différents agents contribue toujours à l'élaboration des représentations et des chaînes explicatives qui fondent les attitudes et les valeurs des individus quant à leur relation à leur milieu de vie. Mais peut-être les projets et les activités d'éducation environnementale qui sont appliquées au sein des écoles, surtout au sein des clubs, répondent à des préoccupations d'intervention sans intégrer la dimension de réflexivité et de recherche. Et pour cela donc, ce qui limite leur portée à la simple sensibilisation, mais pas au changement de comportement. Dans la construction de l'éducation à l'environnement, si on compare un peu l'évolution des sciences de l'écologie, les sciences de l'écologie ont commencé dans l'étude de l'individu lui-même, puis l'étude de la population, l'ensemble des individus, puis de la communauté, puis de l'écosystème, c'est l'ensemble des vivants avec ce qui est leur milieu de vie, ce qui est non vivant, puis le paysage et enfin la biosphère. Si on essaye de faire une sorte de comparaison entre l'évolution des sciences de l'écologie et la mise en place de l'éducation à l'environnement, on peut dire que par rapport à l'étude de l'individu, on peut voir la formation individuelle, chaque élève à part. L'étude de la population, en face d'elle, il y a la formation du groupe classe, ce qui induit là l'interaction de l'individu au sein de la classe, donc c'est surtout le travail de groupe. L'étude de communauté ou l'étude du biotope, c'est la formation des élèves au sein de l'école, donc ça rejoint la politique éducative et le projet d'établissement. L'étude de l'écosystème, ça rejoint l'interaction de l'école avec la société, donc la formation par le biais de la pédagogie de projet, puisqu'il y aura des partenariats avec les différents ONG et avec les différents acteurs de la société. L'étude des paysages, ça rejoint la politique éducative nationale pour la formation des citoyens. Enfin, l'étude de la biosphère, ça rejoint la promotion de la culture de développement durable, formation à la pensée complexe et globale, c'est-à-dire agir localement pour qu'il y ait influence globalement. La conclusion. Oui, une minute. Donc la conclusion, comme on a déjà parti avec le modèle KPV de Pierre Clément, on l'a un peu évolué ici. Pour qu'il y ait un éco-citoyen, c'est quelqu'un qui sait, qui fait et qui pense, mais de même qui réalise ce qu'il faut faire, qui est engagé dans le choix d'actes responsables et qui est sensible et conscient des problèmes de l'environnement. L'éco-citoyen libanais apparaît à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui sait, qui réalise ce qu'il faut faire, mais qui n'est pas engagé dans le choix d'actes. Ça rejoint toujours son éducation familiale, mais pas scolaire.
Donc, on a proposé, s'il va y avoir après des réformes, toutes les dimensions de la formation éco-citoyenne doivent être prises en considération. L'intégration de la pédagogie de projet au sein du curriculum pour permettre le dépassement du cadre classique de l'enseignement et pour mettre en œuvre une réelle approche systémique basée sur l'interdisciplinarité et favorisant le développement de la pensée complexe des élèves. Merci.